Amis de la dissidence, bonsoir. Ça va ? Il n'y a pas d'écho. Ben, j'attends toujours qu'ils répondent, mais personne ne répond jamais. Personne n'y répond jamais. C'est étrange. Ça. Eh bien, bonsoir. Non, mais tu n'es pas auditeur, toi. Participe à l'émission, ça vaut pas. Moi, j'aurais que les auditeurs crient. Oui. Voilà, c'est ça, puis qu'on les entende. Mais ça marche pas. Ce soir, le programme, je donne le programme comme d'habitude pour que les auditeurs pas intéressés puissent aller regarder. Comment ça s'appelle, Star Academy. Docteur Dor, oh là, ça y est, la moitié des auditeurs sont partis. J'ai entendu claquer les portes. Vous allez bien, docteur ? Mais ça va bien. Bien. On va vous demander, vous allez surprendre tout le monde en annonçant une manifestation. Mais c'est bon. ça. Ensuite, nous recevrons Philippe Randa et Philippe Gauthier pour 2 livres antiracistes, vigoureusement antiracistes. Un livre collectif dirigé par Philippe Randa, non, pas dirigé, édité, Présenté. Co-présenté. Ça fait chic, qui s'appelle Vers la société multiraciste. Alors c'est de Jean-Jacques Matriguem et Philippe Randa, avec des signatures formidables de Archimède Bontempi, Alain Dumay, Brigitte Bardot, Roland Gaucher, Brigitte Bardot. Fondation Brigitte Bardot. Elle écrit la Fondation Brigitte Bardot ? Non, mais elle a des représentants qui donnent des entretiens. Ah, c'est bien. Fort courtoisement. Oh, ça c'est pour le racisme contre le racisme anti-chien alors. Anti-chien, voilà. Roland Gaucher, comment va-t-il ce bon Roland ? Ce bon Roland va très bien, il est plein d'idées, plein de projets de livres. Fâché après moi ? Non, dernière nouvelle, il avait d'autres... Non, il fâche avec d'autres quand même. Nicolas Gauthier, Philippe Gauthier, c'est ton fils, non ? Non, Ah bon. c'est moi. Non, mais Nicolas. Ah non, Nicolas, non. Bruno Gerbrand. Ah, Bruno Gerbrand, c'est un garçon que je ne connais pas, mais c'est lui qui est parti tout seul au moment où la racaille a envahi la basilique Saint-Denis. Il est parti tout seul devant la basilique pour protester. Il a fait une manif auto-proclamée. C'est assez courageux quand même. Alors du coup, il y a des gens qui l'ont suivi, mais au début, il était vraiment tout seul. Jean-Paul Gourevitch, Guillaume Faye, Pierre Lassieur, Jean-Jacques Matriguem, Catherine Maigret, Fabrice Robert, Jean-Claude Rollina, Jean-Pierre Rondeau. Très bien, Jean-Pierre Rondeau. Je ne te le fais pas dire. Très bien. Il m'a envoyé une lettre là, récemment, très gentille. Je croyais qu'il avait pris un abonnement au Libre Journal. Non, faut pas exagérer non plus. Marc Rousset, Charlotte Soyer. C'est la sœur de Tom, alors. Voilà, oui. Une journaliste américaine. Ah, c'est Philippe Randa, Robert Stoecker, très bien aussi. Et Dominique Zardi. Dominique Zardi, il a fait quelque chose là-dedans ? Il a fait une contribution, bien sûr. Il a fait un bouquin très très marrant, Dominique Zardi, aux éditions du Alpha. Oui, j'ai réédité son livre sur la rue des Rosiers, préfacé par Simone Signoret. Sur l'autodéfense du quartier du Sentier après l'attentat chez Joe Goldenberg. Il y a 20 ans, c'était l'anniversaire au mois cette année, en août dernier. Tout le monde le connaît, mais sans le savoir, parce que c'est un... Tout le monde connaît sa tête, un second rôle. Peu connaissent son nom, sauf les amateurs de cinéma, mais dès qu'on montre sa tête, tout le monde le connaît. Il a joué dans plus de 500 films, c'est lui qui a le record de participation à des films, mais effectivement, c'est un premier rôle de second plan ou de troisième plan. Il a joué dans tous les polars avec Gabin. Et c'est probablement le type qui est mort le plus souvent au cinéma. Sans doute, oui. Oui, parce qu'il joue toujours des rôles de gangster et il se fait toujours sulfater dans les 3 premières minutes du film. Voilà, il tue parfois, mais il est tué souvent. Il est tué quand même par réciprocité. Et il ressuscite. Mais il a une tête incroyable, un petit bonhomme costaud avec le crâne rasé. Il est assez impressionnant, je veux dire. En tout cas, sa alors, présence marque dans les films. C'est un ancien, on peut dire un petit voyou du Sentier, quoi, un petit. Petit voyou quand il était gosse, je veux dire. Il a eu une jeunesse un peu perturbée, un peu agitée, jusqu'au moment où il est devenu acteur de cinéma. Ce confidence me disant que le cinéma était pire que le milieu avec un grand M qu'il quittait. Voilà. Et parallèlement à ça, effectivement, il a pris l'autodéfense des gens du Sentier après cet attentat. Alors c'est rigolo parce qu'il raconte le matériel qu'ils avaient et apparemment ça donne à penser que la rue des Rosiers est moins surveillée que certains autres lieux de Paris en ce qui concerne le contrôle des armes à feu. En tout cas, ils avaient quand même une mitrailleuse lourde. Cette communauté-là, lorsqu'elle est attaquée, sait se défendre. Oui, et puis elle a le droit, faut dire, contrairement à d'autres.
Donc à ce moment-là, personne ne leur a rien dit. Madame Fabius qui s'était félicitée de l'existence des milices juives. Non, mais c'était le quartier mis en autodéfense par Zardy était de notoriété publique. Philippe Bouvard en parlait dans François. Lui donnait des entretiens. Quand j'habitais rue Notre-Dame de Lazarette, en face de la synagogue de rue Notre-Dame de Lazarette, elle était gardée par des jeunes qui montaient sur les toits, y compris le toit de mon immeuble, avec des Uzi quand même. Oui, au vu au-dessus de la police qui disait mais c'est un accord avec le commissaire. J'ai dit mais enfin écoutez, vous êtes bien gentil, mais c'est pas le commissaire qui fait la loi quand même. Il reste que le port d'armes est prohibé en France pour l'instant, pour tout le monde. Apparemment pour tout le monde, sauf les gens qui avaient l'autorisation du commissaire du coin de se balader avec des mitraillettes. Bon. Ou le commissaire du coin ne les regardait pas. Regardez ailleurs. Ouais, il avait la vue basse. Comme ils étaient sur les toits, il ne pouvait pas les remarquer. En tout cas, le bouquin de Zardy est très marrant. Mais c'est pas notre sujet de ce soir. Il viendrait à l'émission? Je l'invite un jour. Invité, c'est Serge, c'est à toi de l'inviter. Tu peux lui faire part de ton invitation. Voilà, je fais ça. Transmets-lui mon invitation si on parlera de cinéma et de mitrailleuses lourdes. Voilà. Et puis ensuite, donc, je reçois Monsieur Labézin, qui est, on peut dire, théologien, chercheur indépendant en théologie, on va dire. Oui, si vous voulez. Anachorète, en plus. Alors là, vous, pour vous trouver, il faut vraiment faire appel à la Providence, parce que vous vivez caché. C'est vrai que la Mayenne est réputée depuis très longtemps pour être une région pas très peuplée. Il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit dans la Mayenne. Je sais pas, j'en connais pas. Bien, comme je me faisais la réflexion avant-hier soir, à 1 heure de pointe dans le métro, je me disais dans ce tram de métro, il doit y avoir au moins 5 ou 6 fois le nombre de personnes qu'il y a dans tout notre bourg. Oui, alors là, vous n'êtes pas dérangé par les voisins. Et vous avez écrit, alors on peut dire ce que vous avez écrit, c'est entreprendre, c'est le cas de le dire, un catalogue. Vous êtes un chercheur extraordinairement fécond. Je sais pas, vous avez publié des milliers de pages. Oui. Et des milliers de pages, il ne s'agit pas du tout de, comment dirais-je, de divagation personnelle ou d'opinion personnelle. Vous avez fait un travail d'exégèse qui est extraordinaire. Oui, il y a sous un double rapport théologique et prophétique, et toujours appuyé soit sur les saints docteurs, soit sur les papes, soit sur la doctrine que personne ne peut remettre en cause, du moins quand on est catholique et qu'on admet la révélation. Et dont les conclusions sont, enfin on verra ça tout à l'heure, les conclusions sont un peu raides à la toile quand même. Il faut bien reconnaître que dans la série des libéraux, vous n'êtes pas en tête de peloton. C'est vrai. Il y a ensuite Philippe Gauthier, enfin en même temps que Philippe Randa, on recevra Philippe Gauthier qui lui a écrit un livre tout à fait original qui s'appelle Le racisme anti-allemand. Oui, tout à fait. D'habitude c'est le contraire, on est plutôt le racisme allemand, mais lui il s'est dit ça a déjà été fait, on va faire le racisme anti-allemand. Docteur Dor, quand faut-il aller, où, pourquoi? Alors voilà, tout le monde est convié à venir samedi prochain au Chesnay à 14h30 devant l'hôpital André Mignot. On y a déjà été souvent. Il y a eu quelquefois des heures, parfois rien. Les riches heures du docteur Dor. Donc nos opposants étaient surtout la CNT, ils venaient de Saint-Quentin ou en Yvelines ou de Jussieu. Enfin bon, je ne sais pas si on les reverra. CNT, c'est les canailles néo-trotskistes. Ah bon. C'est ça que veut dire CNT. Chat noir turbulent, c'est comme ça. Ah oui. Ils ont un petit journal qu'on a eu d'ailleurs à plusieurs reprises et on voit un petit chat noir. Donc c'est samedi prochain, le 16 novembre à 14h, au Chesnay, devant l'hôpital André Mignot. Alors, si j'ai encore une seconde pour parler, plus je vais, et je commence à déjà aller, je suis assez vieux déjà, eh bien je pense que donc que le combat, et surtout celui-là, est eschatologique. Et donc, à un combat eschatologique, le mystère du bien contre le mystère du mal. Alors, attendez, il faut quand même préciser, on a parlé de la CNT, donc il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion. C'est eschatologique. Ah oui, eschatologique, E-S-C-H-A. C'est-à-dire les fins dernières, bien entendu. C'est ça. Les fins dernières. Eh bien, donc c'est le mystère du mal contre le mystère du bien. Et je ne vois, bien sûr, la prière, mais quand elle est publique, surtout là où se passe le drame peut-être le plus affreux de notre monde, c'est-à-dire la mort, la mise à mort des plus petits. Alors là, je crois que nous sommes, à mes yeux, c'est une obligation de venir prier pour eux là où ils sont massacrés. Je pense que c'est véritablement un devoir. Alors tout le monde est invité, bien entendu,
Et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons les aider. Alors, je Il faut prendre un ciré parce que ce qu'on risque, c'est un œuf. On risque peut-être. Ah oui, enfin bon. Un œuf, une tomate. La police, je signale que la police est très efficace. Extrêmement efficace. De même, je rends hommage à la police pour son... c'est impeccable, enfin, absolument impeccable. Alors nous étions juste... La police avec nous. La police avait samedi dernier, nous étions à Rennes. Ça s'est très bien passé, je dois dire. Nous étions 60, avec pas mal de jeunes, et des garçons assez décidés, des filles aussi. Et en face, ils étaient une centaine. Il y avait des anarchistes, toujours un peu les mêmes. Mais alors, chose assez curieuse, un groupe de lesbiennes qui était à côté. Peut-être une trentaine, je ne sais pas exactement. C'est pas un parti politique. Et ça c'était triste, parce que il y avait des slogans tristes, je dirais malheureux, enfin je ne sais pas comment appeler ça. Et tout naturellement, moi personnellement, nous avons prié pour elle. Parce que vraiment, elle s'égare. Alors c'est étonnant. Je vois pas très bien le rôle qu'elles ont dans l'avortement, mais tout se tient. C'est le féminisme, c'est-à-dire que on dissocie au fond, c'est contre la doctrine de l'Église qui dissocie la sexualité de la fécondité. Là, donc c'est vraiment ça. Et enfin, tout ça montre bien surtout le caractère grotesque et donc démoniaque de tout ça. Parce que tout est inversé. Des femmes inverties qui vont manifester pour l'avortement, normalement, ça les concerne pas le moins. Normalement, elles ne sont pas concernées. Elles ne peuvent pas se reproduire entre elles, déjà. Oui, sauf pas autant que je sache, mais là, il n'y a pas de détails sur ça. Mais tout est à l'envers. Voilà. Donc c'est ça, on est dans la version diabolique. Exactement, la version diabolique. Donc, alors, au Chesnay, donc c'est ça, je répète, à 14h30, devant André Mignot, l'hôpital André Mignot, samedi prochain, 16 novembre. Et voilà, pour la prochaine fois, à Paris, je vous dirai, c'est le 7 décembre, pour ceux qui... Bon, vous reviendrez. Voilà, je saute sur l'occasion. Vous savez que vous êtes chez vous, ici. Merci, cher docteur. Merci. À bientôt. Vous rentrez à bicyclette chez vous, là? Oh non, la nuit, quand même pas. Ah bon. À bientôt. Merci. Je trouve le programme très intéressant. Ah vous pouvez rester si vous voulez. Hein. Non, j'écouterai à la maison. Bon, alors, bon retour. C'est quelqu'un quand même, le docteur Dor. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un sacré personnage. Pas répéter. Qu'est-ce qu'il y a? Vous lui avez pas fait répéter Au Chesnay, la clinique du Chesnay, il l'a dit 3 fois. Vous voulez une 4e encore? Oui, parce que c'est toujours à la fin que les auditeurs notent. Il n'est pas revenu. Allez, dites tout pour les auditeurs. La clinique du Chesnay, samedi à 14h30, devant l'hôpital André Mignot. Très bien. C'est ça? On est bien d'accord? Bon. Franck Opine du Bonnet. Alors, Philippe Randa, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, les éditions du Alpha qui publient un ouvrage antiraciste? Oui, pourquoi pas? Je pensais que c'était raciste, ou non? Oui, non, beaucoup de gens le pensent à tort, mais... ça me rassure, parce que j'étais inquiet, je me suis dit, pourvu qu'ils ne tiennent pas des propos contre la loi dans mon émission. Non, il n'y a pas... C'est de la provocation de tenir des propos contre la loi. On peut très bien tenir des propos sans tomber sous le coup de la loi, surtout quand on dénonce le racisme. Il se trouve que les collaborateurs, puisqu'en fait c'est vraiment un livre collectif, on a chacun fait une partie de ce livre, avec des opinions parfois, sinon contradictoires, du moins différentes, des gens pour Je comprends pourquoi là vous m'avez pas demandé une prestation pour ce livre. Cher M. Becquet, je vous ai déjà répondu, j'ai oublié. C'est vraiment un livre antiraciste. Alors, donc. Puis prenez-en... reprochez-le aussi à mon co-auteur, il ne faut pas avoir tous les reproches. Oui, mais Mattringen, je le connais très peu. Voilà, c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu. Bon, blague à parler. C'est donc ce bouquin. Donc, il y a des contributions très différentes pour parler effectivement d'un sujet qui jusqu'à très peu de temps était assez tabou, puisque dès qu'on parlait d'immigration, on était forcément catalogué d'extrême droite. L'immigration d'abord était arrêtée depuis les années 70. Monsieur Jospin l'avait déclaré avant, lorsqu'il est arrivé au Premier ministre, avant de régulariser quelques 80 000 clandestins. Mais ça, tout le monde est au courant. Les seuls qui ne savent pas, c'est les gens qui continuent à venir. Avant, on ne pouvait pas en parler. On parlait de l'immigration, on était forcément raciste si on ne plaignait pas les pauvres immigrés qui, en principe, ne venaient plus en France. Et aujourd'hui, la situation est quand même bien nouvelle. D'abord, des clandestins, il y en a partout. Il suffit de voir les derniers événements après Saint-Gall. D'ouvrir la porte d'une église. D'ouvrir une porte d'une église. Et on est parti, mon co-présentateur et moi-même, d'un constat, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être parler autrement de toutes ces questions, non pas pour toujours répéter non, nous ne sommes pas racistes. Si vous êtes raciste, les immigrés sont des victimes. Non, sont pas des victimes. En partant du principe
déjà depuis 20 ou 30 ans en France, les choses ont bien évolué. Il y a aujourd'hui toute une population intégrée. Il y a toute une population d'immigrés, même si elle est devenue citoyen et citoyenne française, qui n'est pas intégrée. Ces gens sont forcément, on ne peut pas en parler de la même façon. Ensuite, aujourd'hui, tout le monde admet qu'il y a un problème. Va-t-on continuer à laisser venir en Europe des non-européens et principalement des Africains ? L'ouverture sur l'Europe, bientôt une Europe à 25, va poser d'autres problèmes sur l'immigration, parce que tous les droits qu'ont obtenus par leur association généralement de gauche les immigrés extra-européens, toutes ces lois vont bénéficier désormais aux Européens également. Mais est-ce que ces associations gauchistes et antiracistes qui en avaient fait une profession vont accepter de donner les mêmes droits qu'ils faisaient donner aux Africains à des Européens de l'Est et autres ? Voilà les nouvelles questions qui se posent. Donc on a demandé à plusieurs collaborateurs de donner leur avis. On a fait très attention, bien évidemment, qu'aucun propos ne puisse tomber sous le coup de la loi. Donc, on a bien regardé attentivement. Et alors, à ma plus grande surprise, je n'ai même pas eu à censurer, à demander à certains collaborateurs de retirer certains propos. Je me suis aperçu qu'aucun propos, j'espère que l'avenir ne me démentira pas, mais je ne pense pas, ne tombait sous le coup de la loi. Et d'ailleurs, aucun propos n'était tourné contre les immigrés extra-européens. On s'est aperçu, pratiquement tous les collaborateurs là tombent d'accord, même s'ils le font par des voies différentes, avec des opinions différentes, sur un constat, c'est qu'aujourd'hui, le premier des racismes déclarés en France, c'est le racisme anti-européen, anti-blanc et anti-français. Ouais. Donc, effectivement, il faut sortir de cette chape de plomb qui dit « est-on raciste ou antiraciste ?» Moi, je suis désolé, depuis 20 ans, ça m'énervait de dire que j'étais antiraciste, parce que d'abord, j'avais l'air de me justifier. Mais aujourd'hui, je découvre que le seul racisme qui existe vraiment, c'est le racisme anti-européen. Il y a du racisme contre les Noirs, contre les jaunes, contre les Juifs, bien sûr, mais en France, ce n'est pas le plus important. Donc, il faut arrêter de culpabiliser sur le fait de dire qu'on est des antiracistes, des racistes, ou que forcément, si on se dit raciste, on devient antiraciste. Je veux dire, on tombe dans la dialectique anti-Front National, anti-Le Pen, anti-Mouvement National. Je crois que tout a changé depuis ces dernières années. De toute façon, maintenant, il y a une course à l'appartenance antiraciste. Même chez Le Pen, partout, il faut surtout donner les gages qu'on n'est pas raciste. C'est absolument indispensable. Je vois là, il y a eu samedi une réunion à Wagram, réunion identitaire, la Maison de l'Identité, qui est une nouvelle association culturelle, donc qui a fait une grande réunion. Ça a été un succès, il y avait beaucoup de monde, c'était assez sympathique. Mais rue Place des Ternes, pas loin, il y avait les écolos avaient appelé à manifester. D'ailleurs, c'était drôle parce que comme il pleuvait, ils étaient à peu près 12. Mais donc ils manifestaient contre au nom du fait que cette réunion la date de cette réunion a été fixée la veille du premier jour. Oui, non, ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, la date de cette réunion n'avait pas été choisie par hasard, puisque il faisait le rapport avec le 9 novembre 1938 en Allemagne, où il y a eu cette fameuse nuit de cristal, où des gens ont saccagé des magasins juifs. Il faudrait aussi sortir de cette dialectique où on ne peut pas parler aujourd'hui d'un sujet actuel sans faire immédiatement un retour sur le passé, prendre par le plus grand des hasards une date similaire, des événements dans le monde et des événements tragiques. Il y en a quand même eu pratiquement 360. On peut en trouver un par jour. C'est ça. Et comme la guerre a duré 5 ans, on doit pouvoir trouver une date funeste pour tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus organiser aucune réunion parce qu'on choquera forcément. Un jour, ça sera les Juifs, le lendemain, ça sera les Gitans, le troisième jour, ça sera les homosexuels, le quatrième jour, ça sera les marchands de caramel, parce qu'il y a certainement des marchands de caramel qui ont été déportés aussi. Et donc, forcément, on va avoir des ennuis. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui m'a frappé, moi, quand même, c'est que tout le monde, y compris les organisateurs de cette manifestation, fort sympathiques au demeurant, étaient extrêmement soucieux de donner des gages d'un antiracisme militant et même d'une correction politique exceptionnellement nickelée, finement nickelée, puisque
des amis ont voulu distribuer une carte postale qui montrait un portrait de M. Sharon avec un commentaire peu amène, mais enfin ni raciste, ni même grossier, qui soulignait simplement que M. Sharon avait des méthodes de rétablissement de l'ordre en Palestine qui étaient un petit peu vigoureuses. Eh bien, le gars qui voulait distribuer ces cartes postales s'est fait confisquer les cartes postales par les organisateurs de la manifestation identitaire en disant c'est pas le moment. Alors, effectivement, c'est jamais le moment. Alors, moi, ça me frappe beaucoup. On est arrivé maintenant en France à instaurer un terrorisme antiraciste qui fait que même la droite nationale la plus vigoureuse, la plus courageuse, va au-devant des exigences de l'adversaire en disant « Oh là là, il faudrait surtout pas qu'on croie qu'on est raciste ». Et sans se rendre compte d'ailleurs que tout ça n'a strictement aucune importance, puisque de toute façon, on sera toujours accusé d'être des racistes, des antisémites, des salauds, des nazis. Et par conséquent, quelques protections qu'on prenne, quelques précautions qu'on prenne et quelques garanties qu'on se donne, ça finira toujours par des injures. Par conséquent, je vois pas tellement la nécessité de protester de son antiracisme à longueur de journée. En revanche, l'attitude... Je ne proteste pas de l'antiracisme. C'est exactement ce que je tiens juste à dire aujourd'hui que le fait de me déclarer antiraciste, parce qu'effectivement, avant, ça me gênait de dire je suis antiraciste, j'avais l'air de me justifier, j'avais l'air de penser que j'aurais pu être raciste, alors que je pense que la défense de mon identité et de révéler les problèmes que peuvent poser une immigration incontrôlée n'était pas du racisme. Et aujourd'hui, le livre va dans ce sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces mots n'ont plus rien à dire. Déjà, les accusations de fascisme, de racisme sont des termes complètement obsolètes. L'accusation d'antisémitisme ne tient plus debout, vu qu'aujourd'hui, les problèmes... D'abord, antisémite devrait dire qu'on n'aime ni les juifs ni les arabes, puisque les arabes sont des sémites comme les juifs. C'est bon de le rappeler, parce qu'antisémite, maintenant, c'est devenu juste anti-juif. Et souvent, des représentants, et je dis bien des représentants et non pas toute la communauté juive, se plaignaient de l'antisémitisme qu'il y avait en France, d'abominables descendants ou des heures les plus sombres de l'histoire des fascistes et des nazis qu'ils voyaient partout. Mais aujourd'hui, et j'en ai parlé avec nombre de représentants de la communauté juive, effectivement, les problèmes de la communauté juive ne viennent pas tellement de la droite dite extrême censée être antisémite. Il vient des problèmes de l'immigration nord-africaine. Donc, tous les débats sont aujourd'hui à remettre à plat. Je voudrais corriger ce que tu viens de dire, Philippe, c'est que quand tu dis aujourd'hui les problèmes ne viennent pas de l'extrême droite, mais les problèmes de la communauté juive ne sont jamais venus de l'extrême droite, parce qu'il faudrait quand même rappeler une fois pour toutes que le chancelier Hitler était tout sauf d'extrême droite. Il était socialiste. C'est même l'appellation officielle de son parti. C'était un parti national socialiste. Donc, si les nazis ou les nationaux socialistes ont déporté les juifs et les ont massacrés, c'est pas à l'instigation du maréchal Pétain, contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire, lequel maréchal Pétain n'était pas non plus de droite d'ailleurs, puisqu'il avait été ministre du Front Populaire ou du cartel des gauches. Il faudrait quand même arrêter de raconter n'importe quoi à n'importe qui, et ça devient un peu fatigant. Depuis qu'il y a une extrême droite en France, il n'y a pas eu de persécution antisémitique. Il y a eu des réactions anti-juives au moment de l'affaire Dreyfus, parce que le sujet était chaud, et que les gens défendaient, en fait, l'extrême droite à l'époque, les nationalistes n'attaquaient pas les juifs, ils défendaient l'armée. Ils avaient le sentiment de défendre l'armée. Bon, mais depuis, c'est pas vrai qu'il y a eu une extrême droite antisémite en France. Et en tout cas, moi, je peux témoigner que quand j'étais jeune militant nationaliste, on n'était pas du tout antisémite, absolument pas. Et qu'au Front National, il n'y avait pas, dont j'ai jamais été membre, mais enfin, il n'y avait pas d'antisémitisme au Front National d'une façon affichée ou officielle. Ça n'a jamais été la doctrine officielle d'aucun mouvement en France. Il n'y a jamais eu de doctrine. Il y a eu probablement, et c'est vrai, j'en ai connu des gens qui aimaient plus ou moins les juifs, plus ou moins les arabes, plus ou moins les noirs, qui aimaient plus ou moins les nazis avec leur passé et tout ça. Mais c'était pas, la doctrine du parti, c'était jamais la doctrine de tout. Tout le monde n'était pas sur le même plan à ce niveau-là. Alors, ce truc-là, ce mensonge perpétué, a pour objet de nous obliger à faire sans arrêt pénitence, à faire repentance, à dire non, pas du tout. Bon, moi, je suis absolument de ton avis. Tout ça me casse les pieds. J'ai pas du tout envie de faire repentance et de faire pénitence pour des choses que j'ai pas faites. Et donc, au demeurant, je ne suis pas coupable, parce que n'étant ni allemand, ni nationaliste allemand, ni socialiste, ni même vivant en 1940, je vois pas très bien comment j'aurais pu faire
partie des hordes nazies qui persécutaient les Juifs d'Allemagne. Voilà, c'est quand même une chose qu'il faut dire de temps en temps. Et en revanche, aujourd'hui, comme le dit, comme le souligne le titre de ton bouquin, alors le autre constat aussi, c'est qu'en fait, je vais vous parler peut-être plus de ma contribution que celle des autres. Je pars d'un constat. Il y a 15 ans, j'ai écrit un roman Poitiers demain qui mettait en scène une insurrection armée des Européens contre une immigration colonisatrice et agressive et violente. Je pensais que ça finirait tout ça dans le sang, qu'il y aurait une guerre civile et ethnique. Alors, ce n'est pas une hypothèse à écarter. Je suis pas devin, je fais pas de prophétie, je sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. J'en étais persuadé à l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça peut toujours arriver, tout peut toujours arriver, mais je pense que l'on se dirige plutôt vers une société de ghetto où chaque ethnie, chaque religion, chaque parti politique, chaque centre d'intérêt aura des communautés à elle, que ces communautés vivront les unes à côté des autres. Un peu, c'est la société américaine, où il n'y a absolument pas de mélange ni de classe ni de race aux États-Unis, ou extrêmement peu. Ça finira dans un bain de sang ou pas, j'en sais rien, mais c'est que cette société sera de toute façon une société raciste et non pas raciale. La société multiraciale n'existe pas, elle n'a jamais existé, c'est une utopie. On veut absolument nous imposer cette idée-là dans la tête, alors que ça ne fonctionne nulle part. On l'a vu au Liban, on l'a vu même au Brésil, qui passe pour un grand pays de mélange ethnique. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de métis, il y a beaucoup de mélanges, mais il y a une minorité blanche qui dirige le pays. Au Brésil, on peut dire que c'est même pire, puisque tous les gens qui ont vécu au Brésil et qui connaissent le pays disent que, en fait, la hiérarchie sociale recouvre exactement la gamme de la couleur. C'est-à-dire, plus on est noir et plus on est en bas dans la hiérarchie sociale, et plus on s'approche du blanc et plus on monte. Voilà. Donc la société clairement une société fonctionne bien de ou mal, caste raciale. Comme ça. Exactement. Sur l'Inde fonctionnait sous une forme de caste. Les États-Unis, c'est également une caste. Là, c'est l'argent qui prime tout, mais il n'y a jamais aucun mélange. Et on tend à ça dans toutes les sociétés européennes. Alors, et on voit bien les quartiers de Paris des grandes métropoles commencent à se mettre en communautés séparées où chacun voit son propre intérêt. C'est un bouquin de constat, mais est-ce qu'il y a des propositions de traitement ? Il y a une proposition, enfin il y a plusieurs propositions. Il y a beaucoup. D'abord, on rappelle beaucoup de choses. On parle beaucoup de la Turquie après les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing expliquant qu'il n'y aurait plus d'Europe si la Turquie rentrait dans l'Union européenne. Il y a un très gros chapitre de Robert Stöckers, qui est un journaliste et un philosophe belge, qui donne toute l'historique des relations des pays européens avec la Turquie, où on s'aperçoit que la Turquie a toujours été un corps étranger à l'Europe, parfois favorable à certains pays européens selon ses intérêts. Actuellement, la Turquie était alliée aux États-Unis, qui ne s'en cachait pas. D'ailleurs, c'est sous prétexte que justement la Turquie a été alliée depuis des dizaines d'années aux États-Unis. On dit mais vous voyez bien, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le reste du tiers-monde. Non, ils ont des gens occidentaux. Mais ils peuvent très bien retourner pour leur intérêt. C'est une civilisation qui est totalement différente des autres pays européens. Donc là, Stöckers le rappelle ouvertement. Et tu parlais de propositions concrètes pour savoir comment on pourrait arrêter des choses, parce que la fermeture des frontières, c'est clair, les frontières sont des passoires, il y a des filières qui permettent aux immigrés chaque jour de rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés dans le pays, ils sont quasiment plus expulsables. Tout ce que fait le gouvernement, on voit bien que ça ne sert strictement à rien. On a fermé Sandgat, immédiatement, il y a eu 30 endroits où les réfugiés, les immigrés restent, expliquant qu'ils ne veulent pas rester en France, qu'ils veulent aller dans d'autres pays, donc ils ne voient pas pourquoi on leur pose des problèmes en France. En fait, la moitié du temps, les gens repartent, restent dans le pays, finissent par avoir des papiers. Donc, non, la fermeture des frontières, c'est tout simplement un manque de courage et un manque de politique organisée, parce que un pouvoir qui prendrait la décision de pas garder ces gens-là, d'abord il le ferait savoir officiellement, il ferait savoir urbi et orbi par tous les moyens possibles et imaginables que tout clandestin qui entre en France sera immédiatement enfermé dans un camp d'internement
dans l'attente de la solution de son truc. Et on met les gens. Il y a suffisamment de territoires en France pour faire ça. Il y a même des territoires dans les dom-toms qui pourraient faire très bien l'affaire. Moi, je verrais très bien ça se passer du côté de Cayenne, qui présente l'avantage d'avoir un climat qui correspond à peu près au climat d'origine de ses visiteurs, en leur disant vous voulez absolument être en France, ben là vous êtes en France, voilà, c'est bien, c'est la France. Hein. En plus, il fait beau, il fait chaud, vous êtes très bien. Maintenant, vous allez vous démerder, vous allez cultiver, vous allez faire le petit commerce et tout. Ça, cet espace, il est chez vous. Puis si vous voulez rentrer chez vous, vous demandez la permission, on vous offre le voyage. Mais pour rentrer chez vous, il n'y a absolument aucune raison au monde qu'une région comme le Calaisie soit envahie. Enfin, c'est dément. C'est des gens qui viennent du monde entier, et généralement, comme les Kurdes, qui n'ont absolument aucune relation, même lointaine, avec notre civilisation, avec notre culture. Ils parlent pas notre langue, ils n'ont absolument rien de commun avec nous. Ils viennent chez nous d'une façon illégale. Ce sont donc des délinquants. Et on les laisse faire. Enfin, personne n'accepterait ça de personne nulle part. Il n'y a pas un pays au monde, il n'y a pas un pays arabe au monde qui accepterait que des Français aillent s'installer dans une mosquée en disant on y reste, ça vous plaît pas, c'est le même prix, donnez-nous à bouffer, donnez-nous de quoi nous changer, donnez-nous des vêtements. Hein. Alors, au nom du christianisme, on va faire ça. D'abord, on est une société laïque, alors faut pas venir nous bassiner maintenant. Alors, le christianisme, ça leur sert quand ils en ont besoin. Hein. Donc, une société laïque devrait dire, non, on n'a pas de principe religieux. Hein. On est chez nous, on doit protéger nos nationaux. Ce qui ne se passe pas en ce moment, parce qu'à Lille, enfin à Calais ou dans la région de Sangatte, alors là, on est vraiment dans un phénomène raciste, hein, puisque les habitants, les indigènes, c'est-à-dire les gens qui sont des Français qui sont sur place, sont victimes de cette invasion. Ils sont victimes de la menace que fait peser sur le plan de la sécurité, sur le plan sanitaire, sur tous les plans, la présence de ces clandestins délinquants, et ils sont victimes en plus financièrement, parce que c'est quand même nous qui payons ces trucs-là. Tout le fric qu'on dépense. Quand on met des dizaines de flics autour d'une église, parce qu'il n'y a pas un type au pouvoir qui a les cojones pour dire vous allez me virer ces types-là et les renvoyer chez eux. Pendant des semaines et des semaines, on a des flics qui font le pied de grue, il faut les nourrir. On sait ce que ça coûte, des poulets comme ça qui sont en garde statique. Eh bien, c'est les Français qui payent ça. On ne leur demande pas leur avis. Au nom d'un petit groupe de terroristes merdeux de la CNT, des gauchistes, des anards, qui font de l'agitation politique en profitant de la misère du tiers-monde, on est en train de véritablement fabriquer une bombe atomique sociale qui va exploser en France. Moi, personnellement, je m'en réjouis. Ça fait des années que j'attends ça. Ça fait des années que j'attends qu'il y ait le drame, le véritable drame, qui va provoquer une prise de conscience par les Français de la situation réelle de l'immigration. Mais n'empêche, quand je pense que les gens ont voté pour Chirac en pensant qu'il allait résoudre le problème de l'immigration, et que quand Sarkozy a commencé ses acrobaties, on a pensé qu'il allait, lui, régler le problème de l'immigration. Tout ça est une foutaise. Tout ça est une imposture. Ils ne feront rien. La situation est absolument dramatique. Et alors, justement, pour revenir à notre sujet... Serge, ce discours-là, tu le tiens depuis 20 ans. Oui, mais on va finir par avoir raison. Tous les invités ici le tiennent, en sont conscients. Ça n'a débouché, en fait, sur pas grand-chose. Pourquoi ? Que personne n'a jamais rien fait. Tout simplement parce que les problèmes de Sangatte ou maintenant de Calais, dans la Mayenne, l'abbé pourra en témoigner, c'est très loin, tout le monde, à part peut-être lui, mais tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, le camp de Sangatte, on en a parlé pendant 2 ans, ça a été insupportable pour les gens de la région de Sangatte. Ils ont élu Jacques Lang comme député. Je pense pas que ce soit son élection qui ait fait fermer le camp, c'était prévu. Mais aujourd'hui, le camp est fermé. Il y a 20 camps, il y a 20 Sangatte qui se sont ouverts depuis. Et les gens de Sangatte n'ont toujours pas, eux, ça ne les concerne plus le problème de l'immigration. Ils sont partis. Ça ne concerne pas la Mayenne, ça ne concerne plus Sangatte, ça concerne les autres. Et donc, personne ne bougera. Alors, il y a une solution, effectivement, qui me paraît très bien, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ces gens viennent en Europe. Parce qu'on leur fait miroiter l'Europe comme un paradis. Et effectivement, économiquement, il faut bien voir que par rapport à l'Afrique, à leur régime, leur situation là-bas, c'est un peu le paradis, du moins ils le croient. Et puis, il y a de toute façon, le peu qu'on leur donne, qui est énorme pour nous, c'est toujours mieux que ce qu'ils ont là-bas. Il suffit, et ça Alain Dumay l'explique très bien, lui il défend une vision libérale, comme chacun sait, de l'économie, mais il explique très bien qu'il faut supprimer cet État-providence, il faut arrêter de donner des subventions, il faut arrêter d'entretenir des gens à ne rien faire, parce que forcément, on ne peut pas
on ne peut pas, on l'a vu, donner la préférence nationale vivant le travail, puis c'est interdit. Catherine Maigret, qui en témoigne dans cet ouvrage, a voulu donner une prime de naissance aux citoyens français. Donc là, ce n'était pas un problème européen, ce n'était pas un problème de race ni de religion. A été condamnée, lourdement condamnée, même si finalement, je crois qu'elle a été mise hors de cause par la Cour européenne ou la Cour de cassation, je ne sais plus. Mais elle a été condamnée. Donc on ne peut pas donner la préférence nationale pour les subventions. Tout le monde doit en profiter du moment où il met le pied sur terre. Il faut arrêter cet État-providence. Oui, mais là où je suis pas d'accord avec Dumay, c'est que le libéralisme... Attendez, je ne défends pas le libéralisme, je donne la version qu'il a pour l'immigration. Je pense effectivement que l'État-providence, s'il n'y avait plus d'État-providence, l'immigration réduirait, et même beaucoup d'immigrés en France repartiraient. Mais il y a une réponse à apporter à ça. C'est que je ne vois pas au nom de quoi on va changer nos lois sous prétexte que nos lois parfois peuvent profiter à des étrangers. Il faut mettre un terme à ça. Quand Dumay défend le libéralisme comme il le défend, comme Garello, comme des gens qui parlent sur cette radio aussi, moi j'appelle ça, et c'est pas moi qui ai inventé l'expression, c'est la liberté le renard libre dans le poulailler libre. La France a mis au point un système qui vaut ce qui vaut, qui est une espèce de libéralisme dirigé ou d'étatisme libéral, comme on veut, qui en gros fonctionne. C'est-à-dire qu'on aide les gens qui en ont vraiment besoin et on fait payer cette aide par ceux qui ont un peu beaucoup de moyens. Bon, ça marche tant bien que mal, mais ça marche. Ça a marché pendant longtemps. Oui, ça marche plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pendant des années, les gens qui utilisaient les aides, qui recevaient des aides, ils participaient peu ou prou à la richesse nationale. Et c'était des gens pauvres, mais qui travaillaient. Et puis les gens riches, qui travaillaient aussi, payaient un peu plus aux pauvres. Maintenant, on a des gens qui viennent ici uniquement parce qu'on a un système où ils sont assurés qu'au nom d'une espèce d'humanitarisme béat et bélant, on les laissera pas crever de faim. Moi, je suis désolé. Je pense qu'il faut maintenant revenir à des valeurs fondamentales. Si tu travailles pas, tu bouffes pas. Et si tu n'es pas du pays, tu n'as pas le droit de travailler. Point à la ligne. Il n'y a pas assez de travail pour en donner aux étrangers et il n'y a pas assez de nourriture pour en donner à ceux qui ne travaillent pas. C'est aussi simple que ça. Et s'ils sont si forts que ça, ces gens-là, ils n'ont qu'à aller, je parle des gens qui aident les immigrés en France, ils n'ont qu'à aller les aider chez eux. J'entendais l'autre jour à la radio, je crois que c'est France Inter ou Europe, peu importe, un professeur de droit qui parlait et qui exprimait sa position. C'était un immigré, un étudiant africain qui disait « Je vis en France depuis 7 ans, j'ai fait mes études en France et je n'arrive pas à obtenir mes papiers pour devenir français. Pour m'installer en France, je voudrais m'installer en France. » Et le prof de droit lui dit « Mais cher monsieur, votre pays a besoin d'élite. Qu'est-ce que vous attendez pour retourner chez vous ?» Moi, me disait-il, chaque fois qu'on me demande mon avis sur cette question, puisqu'il appartenait à une commission spécialisée, je donne un avis défavorable. Il n'y a aucune raison que les élites africaines viennent vivre en France. Les élites africaines, elles doivent vivre en Afrique et elles doivent rendre service aux pays africains. C'est exactement la position qui me paraît. C'est pas du racisme, c'est tout simplement du bon sens. Il n'y a aucune raison que des gens qui n'ont aucune qualification viennent faire payer leur manque de qualification par nous, et il n'y a aucune raison que des gens qui ont des qualifications généralement acquises chez nous viennent profiter, eux, de leurs qualifications chez nous, et donc aller en faire profiter leur pays. Parce que pendant que les pays africains réclament à corps et à cri qu'on leur envoie aux frais des contribuables français des médecins sans frontières, médecins machin, médecins trucs, etc. On voit des Africains qui viennent en France et qui occupent dans les hôpitaux des postes qui sont refusés à des jeunes étudiants en médecine et on leur dit il n'y a plus de place. Parce que c'est un système de fous furieux. C'est fou furieux, voilà. Mais tu oublies une chose, Serge, c'est que si des immigrés prennent ou ne prennent pas le travail aux Français, c'est aussi parce que nombre de Français, grâce à cet État-providence, sont payés à ne rien faire. C'est de moins en moins. Alors, pas très vrai. Écoute, moi, les nombre de chefs d'entreprise qui cherchent à avoir des employés, notamment manuels, ne trouvent pas. Actuellement, il y a une sinistre strose complet dans tout ce qui est recherche de travail manuel. La réalité, je pense, elle est là. Donc, effectivement, il faudrait remettre les Français au travail afin qu'ils ne soient pas certains immigrés, parce que c'est pas tous les immigrés. C'est là, je crois que l'erreur, et on peut non, plus après. Non, les immigrés, c'est pas le problème. Le problème, c'est la législation. Lorsqu'on arrêtera de payer les gens à ne rien faire, immigrés ou français, une grosse partie des problèmes d'immigration sera réglée. Il y a une différence. Il y a quand même une différence. Enfin, les Français, même le type qui est paresseux, qui ne faut rien en France, il vient d'une lignée qui a
qui fabriquait le pays. Son père a travaillé, son grand-père a travaillé, son arrière-grand-père, tous ses ancêtres ont travaillé en contre le pays. Ça ne justifie pas qu'il refuse de travailler. Ça ne justifie pas, d'accord, mais ça lui donne un petit droit à participer à la richesse du pays. Tandis que le type qui nous tombe du ciel ou d'ailleurs, qui arrive ici et qui dit alors maintenant je suis le roi de la Pampa, j'ai droit à tout. Quand on pense que la ville de Paris, par exemple, paye des chambres d'hôtel à des immigrés clandestins, mais c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. Il y a des vieillards en France qui vivent, et des jeunes Français, qui vivent misérablement dans des trous à rats, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne gagnent pas assez pour vivre. Un garçon qui est payé au SMIC aujourd'hui, à Paris, c'est absolument impossible qu'il se loge et qu'il mange. C'est impossible. Bon, eh bien, eux, on leur dit, allez vous faire foutre, et pendant ce temps-là, on loge des familles entières dans des hôtels. Il y a un hôtel qui s'appelle, dans le 19e arrondissement, je ne vais pas donner le nom, parce que ça sert à rien, il y a un hôtel, c'est la préfecture de Paris qui paye toutes les chambres de l'hôtel pour loger des immigrés clandestins. Ça fait des années que ça dure. Il y a eu dans cet hôtel, pendant un moment, j'avais publié la note de l'hôtel, une famille, le mari, les 3 femmes et 24 enfants. Ils occupaient des étages entiers de l'hôtel, payés par la mairie de Paris. Enfin, c'est scandaleux. Jusqu'à quand on va tolérer ça? Et en plus, ça continue d'arriver. Ils viennent s'installer, enfin, sans aucun motif. Tout ça pour dire ils veulent aller en Angleterre. Et pour comble de conneries, il n'y a pas d'autre mot, c'est la police française qui est chargée d'empêcher les immigrés de faire le camp en Angleterre. Mais on devrait leur payer le voyage, on devrait les transporter là-bas en disant vous voulez aller en Angleterre, ben ne vous gênez surtout pas, et puis dire aux Anglais si vous voulez pas qu'ils rentrent, empêchez-les. Mais enfin nous on va pas les retenir en France. Ça fait des années que ça dure. Justement, raison de plus pour que ça s'arrête. Une amie qui travaillait dans une agence de voyage, donc dans l'aéroport de Rungis, et elle m'avait expliqué ça. Elle me dit mais on a vu les policiers arrêter des gens veulent aller à un visa pour aller en Angleterre ou ailleurs, mais ne pas avoir les visas. Et dire, eh ben non, nous on veut pas rester en France, on fait là passer, mais on n'a pas les visas, on va les avoir. Très drôle. Et qu'est-ce que faisait la police? Les laissait en France. Et ce qui était très drôle dimanche matin, c'est sur toutes les radios d'entendre le maire communiste de Calais a ouvert les portes de l'église. Oui, ça. Alors je dis, dans un pays comme la France. Enfin, on est dans le délire total. Dans un pays. Bon, alors, d'une certaine manière, moi je trouve ça très bien, parce que je me dis, peut-être que même dans la Mayenne, on va finir par comprendre. Je sais pas pourquoi on en est spécialement à la Mayenne ce soir, mais. Parce qu'on a représentant de la Mayenne. C'est évident que ça pourrait pas durer encore, ça pourra pas durer très très longtemps, c'est évident. Parce que la seule chose qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il en reste encore un petit peu aux Français, quoi. Il faudrait, quand j'entendais Poutine hier soir parler, ou avant-hier soir parler aux journalistes du Monde, voilà, ça c'est un grand moment, ça. Voilà un chef. Vous n'avez pas vu ça? Non, malheureusement. Non. Journaliste du Monde dans une conférence de presse qui dit à Poutine, Monsieur Poutine, quand vous bombardez avec des bombes à fragmentation la Tchétchénie, est-ce que c'est pas plutôt pour tuer des civils que pour tuer des militaires? Et alors Poutine lui dit mais je vois que monsieur s'intéresse beaucoup au sort des islamistes, je pense que vous voulez vous convertir à l'islam et vous avez parfaitement raison de le faire, mais parce que en tant que chrétien vous risquez des ennuis. Mais ne croyez pas qu'en tant que musulman vous n'aurez pas d'ennuis, car les islamistes fanatiques détestent au moins autant les musulmans que les chrétiens. Cela dit, si vous voulez, dit-il, on n'a pas traduit tout ça, ça n'a pas été traduit sur les radios françaises. Cela dit, si vous voulez, dit-il, vous convertir à l'islam fanatique, alors venez à Moscou, nous avons des spécialistes de la circoncision qui font ça très bien, et je donnerai des ordres pour que ça ne repousse pas. Alors évidemment, on voyait tous les journalistes. On avait l'impression d'un poulailler qui avait pris un coup de latte. Ils se regardaient en gloussant. Oh, mais comment? Enfin, de quel droit on parle à journaliste sur ce ton? Alors il a fallu une conférence de presse où on a vu arriver, ça s'est passé sous l'égide de la Communauté européenne, du Conseil de l'Europe, non, de l'Union européenne. On a vu arriver une espèce de grand Flandrin qui a pris le micro et qui a dit. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment des faux culs. Il faut d'abord être sûr que le président Poutine a bien tenu les propos qu'on lui impute et nous allons vérifier si les interprètes étaient qualifiés. Autrement dit, attendez, ça veut dire que ces gens-là, ils payent des interprètes dont ils sont pas sûrs qu'ils sont qualifiés pour faire leur boulot? Alors ils vont vérifier. Et il a dit, bien entendu, si ces propos ont été tenus, c'est absolument intolérable. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, si vous voulez vous faire naturaliser, enfin vous faire convertir à l'islam, vous allez subir la circoncision, ce qui est un fait absolument patent. Et bon. Alors maintenant, ça devient... on a l'impression que les journalistes sont des espèces de vaches sacrées.
faut pas toucher, faut surtout pas, faut pas rigoler avec. C'est très très sérieux, un journaliste du Monde. Ça rappelle une mésaventure qui est arrivée à un journaliste américain qui était l'envoyé spécial, je crois que c'était du New York Times à Moscou. Et donc un jour, il va voir un haut dirigeant du Parti communiste soviétique, et où il essaye de l'intéresser au sort des populations bouriates. Donc les bouriates, c'est une ethnie mongole qui vit du côté d'Irkoutsk. Et donc il dit les bouriates souffrent de discrimination, et donc il essaye de l'apitoyer sur le sort des bouriates. Et le dirigeant soviétique le regarde droit dans les yeux et lui répond: si vous vous intéressez tellement à ces guenons, vous n'avez qu'à en épouser une. Ben voilà, ça c'est du racisme pur. Alors comme c'est un stalinien, c'est pas mal, ils ont le droit. Voilà, donc alors vers une société multiraciste, c'est donc le recueil d'articles de plusieurs prestataires. J'en ai oublié un, d'ailleurs, je me suis aperçu en lisant la liste, c'est Christian Boucher. Oui, tu n'avais rien contre Christian, quand même. Non, pas du tout. Simplement, j'ai sauté son nom, je vois ça en relisant la liste, parce que c'était... en fait, quand j'ai lu Archimède, bon tant pis, ça m'a... Oui, c'est un joli nom, c'est un journaliste italien. Ça m'a fait penser à de la musique. Oui. Alors donc... Parce que alors le dernier, parce que je finirai dessus, dernier intérêt je trouve de ce livre, c'est qu'il fait appel aussi à beaucoup de journalistes étrangers. Ce sont pas que des journalistes, des historiens ou des gens de la société civile française. Il y a donc un Belge, Stockers, un Italien, Bontempi, Charlotte Sawyer, américaine. On a vraiment voulu et Jacques Borde qui a parlé. Il n'y a pas de Tchétchène. Il n'y a pas de Tchétchène, non. Ce sont des sujets explosifs généralement. Il n'y a pas de Turc non plus. Il n'y a pas de Turcs non plus. Et notamment, on aborde les problèmes de l'immigration au Japon, en Asie. C'était quand même assez varié. Ça ne fait pas le tour de la question. Il faudrait une encyclopédie, bien sûr. Mais enfin, il y a beaucoup de points de vue quand même assez différents où on voit qu'en fait, tous les poncifs sur le racisme sont assez mis à mal. Et si Philippe veut donner la parole à des Tchétchènes, je lui conseille d'ouvrir une chronique théâtrale dans du Alpha. Voilà. Alors ça s'appelle Vers la société multiraciale, c'est édité multiraciste, pardon, quel lapsus ridicule. C'est publié par les éditions du Alpha, et les éditions du Alpha, l'adresse c'est boîte postale 58 77 522 Coulommiers-Cedex. Si vous ne répétez pas, personne n'appuie. Attendez, je vais vous donner le bout de papier. Vous le répéterez tout à l'heure. Non, ce que je veux dire, c'est que à partir depuis une décade, à la fin du livre journal, nous publions maintenant, dans chaque numéro du livre journal, toutes les données qui sont citées pendant l'émission. Les adresses, les numéros de téléphone, les titres des bouquins, tout. Parce que j'ai remarqué que très souvent, quand on donnait un numéro de téléphone, quand on donnait une adresse, l'auditeur n'avait pas le temps de noter. Il fallait répéter 5 fois, ce qui ennuie les auditeurs qui n'ont pas envie de noter. Donc on les dira une fois ou deux, et puis on indiquera ça dans la dernière page du livre journal. Et à ce moment-là, vous écrivez avec un carnet de timbre. Vous envoyez un carnet de timbre, on vous envoie le journal. Et si vous ne voulez pas envoyer le carnet de timbre parce que ça vous paraît excessif ou de la vente forcée, vous envoyez simplement une enveloppe timbrée à votre nom, et on vous mettra dans l'enveloppe timbrée un tirage photocopié de la page avec les informations que vous pouvez souhaiter, les adresses des titres des livres, les adresses des éditeurs, les indications des différentes réunions, manifestations et toutes ces sortes de choses. Voilà. C'est clair? Vous avez compris, Fersan, ce que je viens de dire? Même moi, j'ai compris. Voilà, ça. Donc je pense que là, on peut être tranquille. La quasi-totalité des auditeurs auront compris. Vous allez bien? Vous êtes arrivé en retard. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'étais bloqué dans the périphérique, comme disaient les inconnus. Vous étiez charrette, pourtant. Charrette hyper débordée, oui. Alors, Philippe Gauthier, pour pas sortir du sujet, on va dire un peu de mal des Allemands. Non. Enfin, moi, je vais en dire. Vous allez les défendre, bien sûr. Oui. Le racisme anti-allemand, c'est sérieux? Il y a vraiment un racisme anti-allemand? Oui, je crois que depuis la 1870, il y a quand même pour se rendre sympathique. Une sorte de paranoïa récurrente sur les Allemands. Il est bien paranoïa.
Écoutez, moi, quelqu'un qui rentre tous les 30 ans chez moi pour me casser la gueule, la troisième fois, je commence... C'est parce qu'on lui a leur a déclaré la guerre. Ah oui, d'accord. En 1870, c'est nous. En 1939, c'est nous. Comme Arletty disait... Et 14, on en parle ou on Ah non, 14, c'est... D'accord. Oui. D'accord. Mais je dirais comme Arletty, il fallait pas les laisser rentrer. Comme elle... non, mais il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait une paranoïa. Enfin, vous dites qu'il y a une paranoïa. Moi, je vous dis simplement, si tous les 30 ans, le gars rentre chez moi, ou tous les 30 ans, ou tous les 3 ans, un type rentre chez moi pour me gifler, la 4e fois, je vais dire, attendez, vous restez à la porte, je vous ouvre pas. Il va me dire, vous êtes paranoïaque. Non, c'est pas que je suis paranoïaque, c'est que je suis un peu moins bête qu'il y a 30 ans. Si, parce que je crois que, par exemple, la guerre de 1870, même un homme qui n'est pas particulièrement germanophile comme Clémenceau reconnaissait que c'était absolument de notre faute. Hein, la guerre de 1870 pour une question de succession d'Espagne. Et ça a été à l'origine de tout le reste, puisque ça a été la perte de l'Alsace et de la Lorraine allemande qui a engendré justement une excitation anti-allemande, qui peut être compréhensible évidemment, mais quand même. Mais aujourd'hui, ça se manifeste comment cette anti-racisme? Non, je sais pas, quand je vois, je vais pas parler de la télé, on a tous les jours. Oui, quand on est câblé, on a tous les jours un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'est difficile de donner le mauvais rôle aux Espagnols, par exemple. Moi, je veux bien, mais si on fait un film on a tous les jours. Au lieu du tous les jours, et puis je crois colonel Schtroumpfils, on met le colonel Romero. Et on a qu'à dire que c'est pendant la guerre d'Espagne. Ça n'a pas marché. Non, mais je vois, et puis sur le plomb, ça va de la droite maurassienne jusqu'aux communistes, anti-germanistes. Il ne faut pas oublier aussi que parmi toutes les méfaits que nous ont fait les Allemands, faut pas oublier non plus qu'ils nous ont quand même sorti 2 fois en demi-finale de Coupe du Monde. Oui. Je dis ça parce que Philippe Gauthier est un amateur éclairé de football. Pour une fois que je me sens pas minoritaire dans ce micro. Non, c'est vrai. Alors, là, il y a une autre raison quand même. Il y a un autre. Moi, aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que je suis resté dans la veine de mon livre sur l'immigration, la Toussaint Blanche, et que pour moi, l'anti-germanisme, les guerres franco-allemandes sont l'origine principale de notre décadence démographique, économique et morale. Ah oui, mais je suis pas loin d'être d'accord, puisque ça a été le suicide de l'Europe. Exactement. On est bien d'accord, même le suicide de l'Occident. Mais de là à prétendre ce que vous faites pas d'ailleurs, mais ce que font certains auditeurs, je le vois à chaque fois qu'on évoque la question, on va le faire d'ailleurs la semaine prochaine, je préviens les âmes sensibles, avec Pierre Hillard qui va venir réexposer certaines de ses vues sur le plan germanisme. C'est pas parce qu'on constate que les Allemands ont des visées impérialistes, pan-germanistes, qu'on est forcément raciste anti-allemand. On peut dire que nos intérêts se heurtent aux leurs, que les intérêts français sont pas conformes aux intérêts allemands, pas plus qu'aux intérêts anglais d'ailleurs, sans pour autant être considérés. Il n'y a aucun pan-germanisme, parce qu'on leur a, que ça soit à l'est ou à l'ouest, on leur a pris presque tout, et même au sud. Je veux dire, la Silésie, la Prusse orientale, tout ça, ça a disparu. Maintenant ils ont récupéré. Les Sudètes, ils ont de quoi s'occuper là. Correspondait à peu près à ce qu'est l'Auvergne pour les Français. On leur a piqué. On a récupéré l'Alsace-Lorraine. Je sais pas, quand on voit l'Allemagne de la période d'avant 14-18 et l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est vraiment réduit à sa plus simple expression. Oui, mais le pan-germanisme, il n'est pas simplement géographique. Là, par exemple, je répète qu'on va en parler la semaine prochaine avec Hillard. Non, pas la semaine prochaine, dans 15 jours, j'ai une bêtise. Oui. Avec Hillard. Ou si c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Pardon. Donc, c'est Bernard Lugan. Il a découvert un document qui est formidable, un truc qui est formidable, c'est que on est en train de préparer un nouveau code civil européen qui va remplacer le code civil français et le code civil dans tous les pays d'Europe. Et ce code est écrit entièrement, est réalisé entièrement et fabriqué entièrement par des Allemands. Et il est d'inspiration totalement germanique dans sa conception, dans ses attendus, donc ça va être pour les Français une formidable révolution culturelle
d'adopter un mode de pensée juridique allemand. Ah oui, je le connais pas là. Ah oui, alors ça c'est une forme d'impérialisme tout à fait clair. Alors je ne dis pas que ça justifie le racisme anti-allemand, mais si ça le justifie pas, ça peut expliquer certaines réactions de méfiance. Oui. Vous croyez pas que l'Europe, loin d'être l'Europe telle qu'elle est conçue, cette Europe-là, comme dit Jean Madiran, loin d'être un outil de réconciliation franco-allemande, c'est un outil d'excitation des antagonismes. Non, je crois pas. Je pense même, à propos de la Turquie, on oublie trop souvent, je suis pas contre l'élargissement de l'Europe à des nations, de vieilles nations européennes. Et je pense que, par exemple, des pays comme la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne ne seront pas bien d'accord pour l'entrée de la Turquie dans le marché commun, enfin dans l'Europe, pour des raisons historiques, parce que les Hongrois ont encore des siècles après un très mauvais souvenir. Et ne parlons pas des Grecs. Et ne parlons pas des Grecs. Et les Allemands, pas des Grecs. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je sais pas. Je sais pas, parce que les Allemands, ils en ont déjà suffisamment chez eux. On n'a jamais assez d'amis chez soi. mais les Allemands sont toujours, ça se voit que les Allemands sont de très bons commerciaux. C'est d'ailleurs en partie pourquoi ça a provoqué la guerre de 14, cette rivalité commerciale avec la Grande-Bretagne. C'est que les Allemands savent très bien exporter leur surplus ottoman. Il suffit de voir Strasbourg. Je crois qu'au fond, qu'est-ce que... Oui, Philippe Randa. Une grande partie aussi de cette germanophobie, de ce racisme anti-allemand vient du fait qu'on a collé au peuple allemand l'étiquette de criminels de guerre et uniquement sur eux. C'est-à-dire que dans la mentalité collective, dans l'inconscient collectif, lorsqu'on parle de crimes de guerre, on ne parle que des crimes de guerre allemands. Ils en ont commis, mais on oublie toujours de dire que tous les pays ont commis des crimes de guerre. À ce propos, je voudrais citer Aldo Dami, qui est un Suisse, donc un neutre, qui disait, comment disait-il ça Carthage ne peut pas se défendre, quoi. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire, et Carthage n'est plus là pour se défendre. Comme disait Brasillac. On ne parle jamais d'Hiroshima, Nagasaki, du Havre, de Dresden. Il faut à parler que exclusivement lorsqu'au procès de Nuremberg, excuse-moi Serge, mais c'est révélateur. Lorsqu'au procès de Nuremberg, on a commencé à donner les accusations contre les armées allemandes et tout, Keitel a dit, oui, mais attendez, nous avons fait ça peut-être, mais vous, et on l'a arrêté tout de suite, attendez, nous sommes là pour vous juger, juger vos crimes et pas les nôtres. Ah oui. Alors, mais ça, c'est le seul on imagine le juge qui dit, qui fait comparaître un type parce qu'il bat sa femme, c'est le type qui dit, monsieur le juge, tout le monde sait que vous aussi, vous battez votre femme. Il va dire, attendez, c'est pas mon procès qu'on est en train de faire, c'est le vôtre. Ça, je dirais que c'est de bonne guerre. Moi, ce que je voudrais savoir, quand même, c'est, parce que le racisme anti-allemand, c'est un mot, ça claque sur la couverture, elle est superbe, d'ailleurs, l'illustration est belle. Mais ça se manifeste comment? Parce que moi, j'ai jamais entendu des gens dire dans la rue un Allemand... Moi, j'ai un cas personnel. Par exemple, 30 ans après la guerre, mon voisin, on recevait des Allemands à la maison. Donc, une voiture s'arrête, etc. Mon voisin, qui est un monsieur, d'ailleurs, très gentil, qui est venu me dire, comment, monsieur Gauthier, vous recevez des gens comme ça? Non, c'est authentique. Oui, j'étais venu avec le commande car. Mais non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas de croix. C'était une voiture tout à fait normale. C'est sûr qu'il venait pas repérer le terrain pour la prochaine, une voiture tranquille de bourgeois de Lüneburg qui n'avait rien à voir avec les commandes cars de la Wehrmacht. Bon, cela dit, il faut reconnaître une chose, c'est que s'ils avaient... Oui, monsieur l'abbé. Est-il permis à un Mayennais d'occasion, mais d'origine d'Alsace-Lorraine? Et je dirais... C'est pour ça que vous avez les cheveux qui se dressaient sur la tête. Et je dirais français jusqu'aux ongles, dont le grand-père est parti avec ses enfants avec 30 kilos de bagages, de dire que les propos tenant que l'Alsace-Lorraine puisse avoir été allemande... Oui, ça vous plaît pas plus qu'à moi, quoi. Voilà. Ouais, et par contre... à mon avis, la distinction essentielle à faire entre l'Allemagne de 1870 et l'Allemagne actuelle est essentielle. C'est-à-dire que dans nos pays, on parlait toujours en 1870 des Prussiens, et que l'Allemagne que, je dois dire, on n'a pas aimé en France, c'est cette Allemagne prussienne.
C'est la Prusse qui a pris le dessus sur l'Allemagne qui était autrichienne à Sadova. Et Sadova était une catastrophe pour l'Allemagne. Et autant les rapports entre l'Allemagne sous férule autrichienne et catholique étaient très bons avec la France, si on en juge par nos derniers rois unis avec des gens de la famille d'Autriche, autant depuis que la botte prussienne a pris le dessus, la différence était énorme. Je dois dire que les choses ont changé après la guerre, puisque la partie prussienne est restée derrière le rideau de fer, et que la Nouvelle-Allemagne est à nouveau une Allemagne qui n'est plus prussienne. Et c'est pour ça qu'on a des rapprochements avec elle beaucoup plus grands maintenant. C'est une analyse intéressante, Gauthier. Oui, ça va changer parce que quand même la Prusse est revenue. Il y a la DDR dans la... Oui, mais pas comme dirigeante quand même. Oui, voilà, et donc, Berlin est redevenu la capitale. Hein. Oui. Donc on est reparti, c'est bien. Maintenant, il faut savoir si on aura la guerre raciale en France avant d'avoir la nouvelle invasion allemande. Bon, je l'ai dit, c'est pas... c'est vrai que d'abord le bouquin est extrêmement intéressant à lire. Alsace-Moselle, s'il vous plaît. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. On parle toujours des Français de l'intérieur, hein, quand les Alsaciens parlent. Hein. Mais on chantait chez nous, ils ont germaniser la plaine, mais ils ne germaniseront pas nos cœurs. Et d'ailleurs, quand on dit français, on ne doit pas dire Alsace-Lorraine, on doit dire Alsace-Moselle. C'est les Allemands qui disent Alsace-Lorraine, Elsace-Lothringen. Et quand on dit français, on dit Alsace-Moselle. Oui, ça y est, vous avez fini ? Oui, c'est bien. Non, moi je pensais que vous aviez quelque chose de plus à dire. Oui, moi je crois que je vois très bien l'intention du livre. C'est une espèce d'acte de charitable réconciliation des Allemands. Ah ben oui. Bon, ça va, on va pas continuer à se battre pendant des siècles. Parce que je crois vraiment que c'est à l'origine de toutes les catastrophes de l'Europe. Surtout que l'Allemagne n'est pas notre ennemi héréditaire. Contrairement à l'Angleterre. Voilà. Il y a une très belle photo du chancelier, je le signale, qui n'est pas interdite, hein, non. Qui est inattendue. Il y a aussi une très jolie photo tout à la fin du livre. Ah oui. Ah oui, non, mais ça c'est la photo de l'auteur, ça n'a rien à voir. Non, mais pas tout à la fin dans les pages de fin. En tout cas, là, il y a donc une photo d'Hitler qui sort d'une église, et au-dessus de lui, il y a un crucifix qui semble être posé sur sa tête. C'est assez inattendu, quand même. Enfin, c'était quand même pas Staline, hein, Hitler. Petit agitateur sous Staline, disait. Un petit témoignage encore, quelqu'un d'origine autrichienne qui est installé dans le midi de la France, et qui me disait se rappeler dans son enfance que les pressions qu'il y avait dans leur famille pour que le portrait du Führer remplace le crucifix à l'endroit d'honneur. Ah bah oui, mais ça c'est le propre des dictatures. Mon ami Eddie Vartan me racontait la chose suivante. Quand il était enfant en Bulgarie, l'instituteur les réunit en classe un jour et leur dit, les enfants, est-ce que vous voulez des bonbons ? Alors les enfants disent oui, bien sûr. Alors quels sont ceux qui croient en Dieu ? Alors c'était juste au moment du basculement entre la vieille Bulgarie royale et puis la Bulgarie communiste. Et naturellement, la plupart des enfants lèvent la main. Alors l'instituteur ouvre les portes de la classe, les fenêtres de la classe, et dit vous allez demander à votre bon Dieu de vous envoyer des bonbons. Alors les gosses, bon Dieu, envoie-nous des bonbons. Curieusement, rien ne vient. Et à ce moment-là, l'instituteur dit vous voyez, votre bon Dieu vous a pas attendu. Maintenant, vous allez crier camarade Staline, envoie-nous des bonbons. Alors les gosses, camarade Staline, envoie des bonbons. Et à ce moment-là, il y avait des militants communistes qui étaient cachés le long du mur de l'école et qui ont foutu des poignées de bonbons par la fenêtre dans l'école. Et les gosses sont devenus immédiatement des staliniens convaincus. Voilà. Donc c'est tout à fait, dans toutes les dictatures, on a mis le portrait du dictateur à la place du crucifix. Et je pense pas, Philippe Gauthier, que même en tant que militant de l'antiracisme allemand, vous discuterez le fait que Adolf Hitler était un dictateur. Oui. Ça me paraît. Sûr, ça, oui, voilà. Oui. Là-dessus, on peut s'entendre. Oui, là-dessus, on peut s'entendre. Mais je voulais ajouter quelque chose. Moi, j'ai été petit garçon à Caen pendant la guerre. Je sais que les églises étaient pleines de soldats allemands. Enfin, dans le fond de l'église en général. Bon, et ils n'étaient pas du tout inquiétés à la sortie de l'église. Il n'y avait-il pas écrit Gott mit uns sur leur ceinture ? On ne peut pas comparer le système communiste au système national-socialiste en matière religieuse.
Il y a quand même des prêtres allemands qui me disaient aussi que la liste des prêtres qui étaient à Dachau, Auschwitz ou autres est assez importante. Oui, mais c'était des résistants. Ou pas des résistants, simplement, si on garde l'esprit catholique, forcément on devient résistant à tout ce qui est totalitarisme. Oui, d'accord. Mais parce que moi j'ai vu beaucoup d'Allemands qui n'ont jamais été, qu'ils soient catholiques ou luthériens, qui n'ont jamais été inquiétés pour leur pratique religieuse sous le Troisième Reich, quand même. Voilà, il paraît que c'était comment s'appelle-t-il, Léon de Grelle, qui disait qu'il avait croisé un jour Adolf Hitler au moment où il allait à la messe, et Adolf Hitler dit, alors c'était raconté par Léon, donc avec l'accent belge, et Adolf Hitler dit, ben Léon, ouvres-tu de ce pas bientôt de bon matin? Et de Grelle lui dit, je vais à la messe, mon Führer. Bon, tu as bien raison, si ma pauvre mère était encore de ce monde, elle irait avec toi. Voilà, c'est raconté par Léon de Grelle en personne. Sa mère était très catholique. Voilà, il était tolérant avec les catholiques, c'est ça? Jusqu'au moment où il les envoyait contre le mur, quoi. Non, mais je crois que c'était une question des gens qui étaient hostiles au régime, mais non pas parce qu'ils étaient catholiques ou luthériens. C'est ça. Donc, envoyons au mur les gens hostiles au régime. Je suis assez pour ça, moi, mais malheureusement, je ne suis pas encore au pouvoir. On commencera quand je serai au pouvoir. Alors, ce livre est paru aux éditions. Il y a un certain temps déjà qu'il est paru. Hein, il est en février. Ah oui, seulement. Oui, seulement, oui. Non, il y en a eu un autre avant, c'est la germanophobie. Ah, la germanophobie. Mais qui est épuisé, mais j'espère que mon éditeur va le rééditer. Il y songe. Il y songe, voilà. Donc ça s'appelle Le racisme anti-allemand, c'est de Philippe Gauthier, c'est paru aux éditions d'Eterna. Et on peut se le procurer. Qui est à la même adresse que Du Alpha à Coulommiers. Voilà, on peut se le procurer chez Du Alpha, voire plus haut. Alors rappelons l'adresse de Du Alpha, boîte postale 58. Et aussi dans les bonnes librairies. Donc je rappelle en tant qu'éditeur l'adresse Du Alpha et d'Eterna, boîte postale 58 77 522 Coulommiers-Cedex. Merci Philippe Gauthier. Merci. Et ceux qui veulent, je peux rajouter quelque chose aussi. Ceux qui veulent une dédicace, ils peuvent aussi le demander au 5 Léopard, boîte postale 22 78 112 Fourqueux. Fourqueux. F-O-U-R-Q-E-X. Vous êtes gentil, vous répétez s'il vous plaît. F-O-U-R-Q. Nous depuis le début, 5 Léopard. Allez, 5 Léopard, boîte postale 22. Dans le micro, Philippe. Boîte postale 22, 78 112. Oui. Fourqueux. F-O-U-R-Q-U-E-U-X. Bien. Eh bien, on change complètement de sujet, encore que M. Labézin s'est impliqué dans la conversation en tant que... Il a trouvé le moyen de s'impliquer, ce qui pour un Mayennais est normal, de s'impliquer en tant qu'Alsacien. C'est vrai que Zins, ça sonne quand même beaucoup plus alsacien que... Oui, en fait, c'est surtout origine lorraine, mais à la limite presque de l'Alsace-Bossux, Sarreguemines, et puis une Nancy du côté maternel. Bien. Alors, je ne sais pas si c'est avec ce sang que vous avez acquis la capacité de travail stupéfiante dont vous faites preuve. C'est vrai que quand on voit les ouvrages que vous avez publiés, d'abord ce sont des ouvrages, là j'en ai un sous les yeux il fait quand même 1100 pages, 1100 pages. L'autre qui est nettement plus petit fait 500 pages. Le troisième qui est encore plus petit fait 450 pages. Et en fait, c'est un tout d'une série qui s'appelle Consumatum Est, c'est-à-dire tout est consommé à la perfection. Donc c'est une des 7 paroles de notre Seigneur en croix, qui marque l'accomplissement dans toute la vie de notre Seigneur des prophéties de l'Ancien Testament. Et alors ça, c'est une partie de votre activité, enfin une partie de votre production. Il y a une autre partie qui est tout à fait extraordinaire, je dois dire, qui est un catalogue synoptique. C'est ça. Alors c'est un énorme bouquin, là, énorme vraiment, mais très très précieux, extrêmement bien fait. Enfin pour tous les gens qui s'intéressent aux questions de la catholicité authentique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est authentiquement catholique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quelles sont les interprétations qu'on peut donner des textes, quels sont les rituels
valides et les rituels non valides, quelles sont les erreurs, quelles sont les hérésies, quelles sont les mauvaises interprétations des textes. Alors c'est un travail c'est indispensable, vraiment. Oui, c'est-à-dire, il y a à chaque fois 2 pages en vis-à-vis. Dans ces 2 pages, il y a à chaque fois 2 colonnes en vis-à-vis. Pratiquement dans les pages de gauche, on passe toutes les thèses actuelles, si je peux dire, que ça soit côté traditionnaliste ou que ça soit côté officiel. Chacun se critique, chacun s'exprime. Et de l'autre côté, c'est uniquement des textes officiels de la Sainte Église, principalement les papes, depuis l'origine, donc jusqu'au pape Pie XII, et des canons des saints conciles, le droit canon, les catéchismes, etc., ou quelquefois des auteurs anciens qui sont agréés généralement de tous les côtés. Et ce qui est catastrophique, si je peux dire, c'est que on voit des écarts de tous les côtés. Alors, ce qu'il faut dire, c'est pas de la littérature de distraction, hein. C'est vraiment un outil de travail. Oui. Ça fait, je sais pas, au moins 400 ou 500 pages. Non, 800 pages en grand format. 800 pages dans un grand format, c'est ça. C'est ça. Un format A3, comme on dit maintenant, pratiquement. Non, A4, ça c'est c'est A3. Non, A3. Un grand format. Et, alors on va parler d'abord si vous voulez, de la partie, Peut-être ça serait plutôt c'est mieux de parler de ça. De commencer par là, parce que si vous voulez, l'autre partie va donner une autre dimension. D'accord. Si vous voulez, il y a dans mes travaux deux parties, la partie, si je peux dire, théologique et la partie d'études prophétiques. Donc la partie théologique, c'est le catalogue, le petit catalogue, la revue aussi, la revue Subtum Praesidium, qui a été fondée en 1985. Et puis, il y a la partie prophétie, je dois dire tout de suite, prophétie tirée de la révélation divine, et non pas les prophéties privées. Donc, uniquement celles de l'Ancien et du Nouveau Testament, et de leur rapport, notamment avec l'Évangile, pour la première partie, et ensuite avec le futur, avec le livre 5, donc on arrive déjà au temps de l'Antéchrist et de la fin du monde. Avec le livre 6 qui est en préparation, on arrive à la parousie, le déluge de feu final, le jugement dernier. Et avec le livre 7, on arrive donc les fins dernières, avec les peines de l'enfer et les diverses demeures, les diverses couronnes, etc. du ciel. Donc il y a ces deux parts de travail. Et je dois dire qu'ils se recoupent, puisque avec le livre 5, on revient à l'actualité. C'est un message qui est assez lourd à porter, je dois dire, parce que malheureusement, de voir que de tous les côtés officiels ou même traditionnels, on s'écarte plus ou moins de la doctrine qui est bimillénaire de l'Église, c'est tragique. Parce que l'Église ne pouvant se renier, s'il y a des reniements, qui dit reniement de la doctrine dit s'écarter aussi de l'Église. Et donc on en arrive à quelque chose de très grave. Et on serait tenté, avant de le dire, je dirais, de faire comme le prophète Jonas, c'est-à-dire de partir en courant pour ne pas avoir à dire ce qu'on a à dire. Et si vous voulez, donc cette constatation donc d'opposition, avec il y a des résumés de ce gros catalogue. Il y a le petit catalogue qui lui fait en format normal, qui fait à peine 170 pages. Celui-ci est centré, il vient de sortir, donc il y a à peine un mois qu'il est paru. Il est un résumé du catalogue concernant uniquement. C'est original que ça soit un abbé en soutane qui vous dise ça, mais c'est la triste réalité, les oppositions de la fraternité Saint-Pédis avec la doctrine catholique. Et ce qu'il y a de terrible, si vous voulez, c'est que le travail est divisé en 55 points. Il y a une petite proposition qui résume l'erreur. Les textes de la fraternité Saint-Pédis et de ses alliés qui
montrent que c'est bien ce qu'ils soutiennent. Très souvent, il y a des textes d'eux-mêmes qui contredisent ce qu'ils viennent de dire, et donc où ils rappellent en partie la doctrine catholique. Et après, c'est uniquement des citations pareilles des papes, des docteurs et des conciles. Donc c'est pratiquement irréfutable, et c'est pourquoi la seule réponse que j'ai pour le moment, c'est un silence de plomb, et ça fait des années que c'est comme ça. Mais vous comprenez bien pourquoi. Les catholiques qui ont déjà été extrêmement ébranlés, violemment ébranlés par le Concile, oui, et qui ont trouvé un refuge dans la tradition, et grâce à Monseigneur Lefebvre, dans la tradition, oui, de la fraternité Saint-Pédis, quand ils voient arriver quelqu'un qui leur dit mais la fraternité commet elle aussi des erreurs, ils disent mais enfin, alors où est-ce qu'il faut aller, quoi? Où est la vérité? Puisque de toute façon, la vérité, selon vous, elle n'est représentée par personne, ni par les conciliaires, ni par les traditionalistes. Alors, si vous voulez, on arrive à l'orée de l'autre sujet, c'est-à-dire du sujet prophétique, celui qui concerne le livre sur l'Antéchrist. Et là, je dois dire que le message est très lourd à porter. Mais quand on lit les 70 premières pages de ce livre et qu'on voit les prophéties concernant les derniers temps et qu'on compare avec ce qu'on est en train de vivre, eh bien, on est obligé de se rendre compte que ces prophéties, on est en plein dans leur réalisation, au moins dans le commencement de leur réalisation. Si vous voulez, pour le montrer, il suffit de résumer cette première partie. Elle part d'une citation du catéchisme du Concile de Trente, disant qu'il y a 3 signes principaux précurseurs de la fin du monde, à savoir l'évangélisation universelle, la grande apostasie et l'antéchrist. La méthode est toujours la même, c'est-à-dire que dans ce livre, comme dans tous les autres, on part des prophéties révélées, alors cette fois-ci dans l'Ancien et dans le Nouveau, et des commentaires par les pères. Et si vous voulez, on commence par dire l'évangélisation universelle, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que les pères entendent par là? On voit qu'ils l'entendent à 2 niveaux. Il y a d'abord l'évangélisation universelle simplement quant à la rumeur, et celle-ci, elle a déjà été réalisée au temps des apôtres. Il y a eu comme une rumeur de l'évangile déjà dans le monde entier. Comme le dit saint Paul, cet évangile fructifie partout. Au moins on en a entendu, mais il n'y a pas eu des apôtres partout, et il n'y a pas eu non plus d'églises fondées partout. C'est surtout dans l'ancien monde romain que ça s'est fixé. Et l'autre réalisation, qui doit être celle de la fin, parce que le Concile de Trente dit cela en citant tout simplement une parole de notre Seigneur dans l'Évangile, cet Évangile sera prêché dans le monde entier, et après viendra la fin. Or, les pères entendent par là que cet évangile, il y aura des prédicateurs qui partiront dans le monde entier. Les plus exigeants disent, il y aura des églises fondées dans le monde entier. Et à ce moment-là, ça sera réalisé. Et vous avez quelqu'un comme Origène, qui est du IIIe siècle, qui dit, quand on verra réaliser partout cette évangélisation, eh bien, si on a la foi en la révélation, il y aura le corollaire, et après viendra la fin. Or, quand on commence à étudier cette partie historique, on voit que à partir de la bataille de Lépante, qui a été déterminante, puisque jusque-là, c'est les musulmans qui avaient les mers, et une fois qu'ils ont été bâtis à Lépante, les navires ont pu à nouveau partir dans tous les sens. C'est grâce à ça que le Nouveau Monde a été découvert et qu'on a pu aller jusqu'en Australie et partout. Et à partir de là, les plus audacieux, partout on voit les plus audacieux, les missionnaires plus audacieux encore que les trappeurs, coureurs de fourrure, ou que les marchands coureurs d'or. Et partout, les missionnaires sont les premiers à arriver. Ils sont suivis souvent après. Et la plupart du temps, ils commencent par verser leur sang. Mais ils ont réussi dans le monde entier à implanter l'évangile. Et ils l'ont implanté
pas seulement comme une prédication, mais il y a eu partout des évêques qui ont fondé des églises avec des prêtres, etc. Donc partout, il y a eu des églises autochtones, notamment même en Chine, au Japon, mais en Australie, mais en Océanie, mais dans les îles. Donc, avec ce tour du monde, on arrive à démontrer que ce premier signe est réalisé. Vous soulevez un point de discussion. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de contradiction dans les termes? C'est-à-dire, vous nous dites, d'une part, l'Église n'est plus représentée aujourd'hui, que ce soit l'Église conciliaire, enfin, l'Église de Christ n'est plus représentée, que ce soit par les conciliaires ou par les traditionnalistes, elle n'est pas représentée valablement. Et vous nous dites ensuite, en revanche, l'Église est présente sur la totalité de la planète. Donc la première condition de l'Apocalypse, pour dire clairement, est réalisée. Or, en fait, on peut aussi dire que non, elle n'est pas réalisée dans la mesure où les églises, en tout cas les bâtiments ecclésiaux, sont occupés par des gens dont vous-même vous dites qu'ils ne représentent pas l'Église. Alors, c'est une question très intéressante, et je dirais que ça marque encore plus le caractère divin de cette prophétie, c'est que les trois signes s'interpénètrent et marchent ensemble, et le plus étonnant, c'est que au moment même où les mers s'ouvrent pour l'évangélisation universelle, il y a au XIVe siècle la renaissance du paganisme, la renaissance du paganisme qui commence à triompher avec le protestantisme, qui arrache au moins 1/5 de l'Europe à l'Église, mais dans le même temps, vous avez Saint François Xavier qui redonne beaucoup plus d'enfants à l'Église qu'elle n'en a perdu. Avec les Indes Oui, ça c'est à cette époque-là. Mais c'est curieux, mais ça continue. Dans les siècles suivants, ça continue. Par exemple, au XIXe siècle, c'est la persécution en France des congrégations religieuses et autres, et leur expulsion qui fait que les religieux devant quitter le pays, eh bien, ils vont, pour certains en Belgique, mais il y en a beaucoup qui vont au Canada, qui vont en Amérique du Sud, pour beaucoup, et qui deviennent missionnaires. Et vous avez, par exemple, à la fin du 19e siècle, vous avez 90% des missionnaires catholiques qui sont des Français. Mais dans le même temps, vous avez eu en France l'avance du laïcisme, dont le pape Léon XIII a dit que c'était l'athéisme moins le nom. Et donc les deux marchent ensemble. Oui, ça j'entends bien. C'est simplement la question que je me pose, c'est celle de la réalité de la présence de l'Église dans le monde aujourd'hui, parce que vous vous dites par ailleurs que les évêques, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas validement consacrés. Alors ça, ce sont des questions, je dirais, plus techniques, qui sont difficiles à aborder en si peu de temps. En si peu de temps, c'est sûr, mais si on admet cette idée que les évêques ne sont pas valides, ça veut dire que les sacrements qui découlent d'eux, comme par exemple le sacrement de confirmation, n'est pas valide, et par conséquent, si des catholiques reçoivent partout dans le monde des sacrements invalides... Si vous voulez, ce qu'il faut bien dire, c'est que les deux ont marché ensemble, mais que, puisqu'on va vers la fin... Forcément, c'est l'apostasie. Alors d'abord, pour qu'il y ait grande apostasie, il fallait qu'il y ait évangélisation universelle. Car on peut être païen ou quoi, pour être apostate, il faut être fils de catholiques, de chrétiens. Même tous les protestants, qu'ils le veuillent ou non, sont fils et petits-fils de catholiques. Et il y avait, avant Luther, il n'y avait pas de protestants. Je sais bien qu'il dirait que le contraire, mais de mauvaise foi, parce que tout le monde était uni derrière la papauté. Alors, au fur et à mesure, comme disait tout à l'heure très bien le docteur Dor, il y a ces deux cités qui se combattent, et dont saint Paul dit que le mystère d'iniquité est déjà en marche contre le mystère du Christ, et les deux se combattent. Avec la Révolution française, c'est, je dirais, le mystère d'iniquité qui commence à avoir le dessus, au moins au niveau des États. Avec le laïcisme, mais c'est le triomphe complet. Car peut-on être catholique sans dire avec saint Paul, il faut qu'il règne. Et il importe qu'il règne, non pas seulement sur les individus, mais sur les sociétés. Dire qu'on doit être laïque, c'est complètement contraire au message de l'Évangile.
Alors le troisième... Alors le troisième volet, justement, va ensemble, c'est que, si vous voulez, le troisième, c'est l'Antéchrist. Et justement, le mystère d'iniquité, saint Paul dit qu'il y a un obstacle qui le tient en haleine. Et en étudiant de près les prophéties, on voit que cet obstacle, c'est que le démon a été lié par la passion du Christ et par la Sainte Messe. Dans la mesure où le démon n'est plus lié, et il est délié, et il peut à nouveau redonner toute sa force. Saint Augustin dit, oui, mais vous dites que le démon est lié, et comment se fait-il qu'il arrive à faire tant de maux encore ? Eh bien, dit-il, c'est comme si un chien était lié à une chaîne. Si vous allez vous mettre la main devant, il vous mordra. Mais par contre, il n'a plus de pouvoir pour vous enchaîner comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Alors, il y a quand même... Tandis qu'on voit, je dirais, avec Halloween ou des choses comme ça, avec Harry Potter et autres, on voit que au fur et à mesure que le véritable catholicisme, le véritable christianisme recule, forcément, c'est l'autre cité qui avance, et donc c'est le satanisme qui avance. C'est logique. Et les deux, le frein qui arrêtait le diable, c'était le pouvoir des clés, justement. Le pouvoir des clés et le pouvoir de la Sainte Messe. Or, maintenant que la Sainte Messe a été lessivée, c'est-à-dire que on a transformé tout simplement en une scène anglicane, il n'y a plus le saint sacrifice de la croix qui est exprimé. Les sacrements du Nouveau Testament expriment, ou plutôt réalisent la grâce qu'ils expriment. S'ils ne l'expriment pas, ils ne la réalisent pas. Pourquoi les protestants sont d'accord pour dire que maintenant ils peuvent célébrer avec le nouveau culte officiel? Tout simplement parce qu'ils y reconnaissent leur scène. On fait la pause technique et je vous redonne la parole.